Maupassant est connu pour être l'auteur de nouvelles comme Boule de Suif, Les Contes de la Bécasse ou encore le Horla qu'on a toutes et tous étudié à l'école, je pense. Il est également connu pour être l'auteur du roman Bel Ami, mais il a également écrit 5 autres romans et c'est de ceux-ci que j'aimerais parler aujourd'hui et donc envisager Maupassant comme un romancier. J'ai choisi aujourd'hui de vous parler de Guy de Maupassant parce que c'est un de mes auteurs préférés. J'ai vraiment rencontré Maupassant quand j'étais en prépa, puisque au programme de Cagnes, donc le prépa littéraire, il y avait la Maison Tellier, qui est un recueil de nouvelles. Et ça a été vraiment une rencontre saisissante. J'avais déjà lu des nouvelles de cet auteur au collège, mais je n'y avais pas prêté plus d'attention que ça, je pense. Et je n'avais pas lu Bel Ami qu'on devait lire en seconde. Donc voilà, je me suis rattrapée en prépa pendant le confinement. Et j'ai décidé, au fur et à mesure, de lire tous les romans de Maupassant, parce que je m'étais dit qu'il n'y en avait que 6, entre guillemets, et donc c'était un peu accessible. Donc pour présenter brièvement Maupassant, c'est un auteur du 19e siècle, qui est né en 1850 et qui est mort assez jeune, en 1893, après avoir sombré dans la folie. C'est un auteur qui a été très prolifique durant la décennie des années 1880, période durant laquelle il a écrit les 6 romans dont je vais parler aujourd'hui. Donc Maupassant était écrivain et journaliste, donc il avait un lien avec le monde de la presse et du journalisme, ce qui se révèle assez important parce que c'est un thème qu'on retrouve beaucoup dans ses œuvres, notamment dans Bel Ami. Pour dire quelques mots de son esthétique, il était très proche de Flaubert, qui était un peu son maître en littérature. Donc il y a une certaine exigence stylistique dans le travail de Maupassant, et également cette idée que l'artiste doit disparaître de son œuvre. Il y a une esthétique de la transparence, de l'illusion de la transparence, ce qui donne aux écrits de Maupassant un air de relative simplicité, alors que tout le travail de l'artiste était justement de donner l'impression que cette écriture était simple. Donc une écriture qui est assez élégante, mais dont on ne perçoit pas au premier abord, surtout d'un point de vue, je pense, du XXIe siècle, toute la complexité et tout le travail. Donc il est associé au courant du réalisme, il s'est même lié d'amitié ou de compagnonnage avec Zola. C'est d'ailleurs dans le cadre des soirées de Médan organisées par Zola qu'il a écrit la nouvelle Boule de Suif, mais il n'est pas à proprement parler naturaliste, on est plus du côté du réalisme, en sachant qu'il a été l'auteur d'écrits fantastiques comme le Horla. Je pense qu'on peut déjà poser une spécificité des écrits de Maupassant, c'est leur pessimisme. Maupassant a été très influencé par la pensée de Arthur Schopenhauer, qui est un philosophe allemand, très pessimiste, et dont les écrits commençaient à arriver en France. Donc je vous propose de commencer sans plus tarder, je vais présenter les romans dans l'ordre chronologique de parution. Le premier roman que Maupassant a écrit et publié, c'est Une vie. Dans ce roman, Maupassant voulait, il le dit, écrire la vie d'une femme depuis l'heure où s'éveille son cœur jusqu'à sa mort. Cette femme, c'est Jeanne Le Pertuis des Vaux. Le roman s'ouvre sur sa sortie du couvent et s'achève quand elle est déjà bien âgée. Donc on va suivre sa vie à partir de ses 17 ans, qui est caractérisée par une suite de désillusions. En fait, en sortant du couvent, elle va s'installer chez elle, au peuple, au bord de la mer. Alors la mer est très importante dans ce récit, comme motif qui revient, qui crée une certaine atmosphère, ça donne quelque chose de très poétique. Donc très vite, Jeanne va rencontrer un certain Julien, duquel elle va tomber amoureuse, ils vont se marier, mais cette relation va s'avouer décevante, voire traumatisante sur bien des points, notamment au niveau de la sexualité. Au-delà de ça, c'est un mariage malheureux, Julien la trompe, avec, il me semble, une servante, avec une amie de Jeanne, et il va être... Alors, je pense que je m'apprête à spoiler un peu. Je sais pas si... Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de l'intrigue, mais Jeanne va aller de malheur en malheur, va devenir dépressive, n'aura plus aucun espoir dans la vie que son fils, qui est loin d'elle. Mais la fin propose un certain espoir, possiblement le début de quelque chose de nouveau, alors qu'on pensait être arrivé à un terme, le terme d'une vie. Et la dernière phrase, c'est la servante de Jeanne qui est restée avec elle et qui dit « La vie, voyez-vous, ça n'est jamais si bon ni si mauvais qu'on croit ». C'est assez difficile à lire parce que c'est quand même la perte des illusions progressives, une espèce de déchéance, de solitude. C'est l'impression d'une vie ratée,
Au fur et à mesure, Jeanne s'enferme dans des regrets et dans l'obsession du passé. Mais c'est très beau. Ça n'est pas bien une certaine condition féminine de l'époque, et je dois prévenir tout de suite que Maupassant est quand même un auteur assez misogyne. Mais j'ai entendu quelqu'un un jour dire qu'on ne lui enlèvera pas le fait d'avoir écrit une vie, et en effet, on ne peut pas lui enlever le fait d'avoir écrit une vie. Et vous verrez que Maupassant, assez souvent, décrit la vie des femmes et la condition féminine. Pour moi, Une vie, c'est un des meilleurs romans de Maupassant. Lisez-le, vraiment, c'est incroyable, c'est difficile, mais c'est extrêmement beau. Comme je l'ai dit, l'écriture de Maupassant, de manière générale, de manière extrêmement délicate, percutante. Les analyses psychologiques sont très poussées. C'est passionnant. Lisez Une vie. Donc, Une vie était le premier roman de Maupassant, publié en 1883, et en 1885, Guy récidive avec Belle Amie. Belle Amie, c'est aujourd'hui, je pense, le roman de Maupassant qui est le plus étudié, voire peut-être le seul à être étudié, en tout cas au collège et au lycée, je ne veux pas dire quand on ne fait pas d'études de lettres, bien sûr. Cet ouvrage relate l'ascension de Georges Duroy, qui est surnommé Belle Amie, qui est un soldat qui revient à Paris, qui n'a pas le sou. Mais Georges Duroy est ambitieux, opportuniste et prêt à tout pour réussir et pour gravir cette échelle sociale. Il va rencontrer un ami dans la rue, enfin une connaissance, qui va lui permettre de devenir journaliste, un métier dans lequel il n'excellera pas, pour le dire gentiment. Par contre, il va se concentrer sur sa carrière de reporter. Mais c'est essentiellement en séduisant des femmes que Georges Duroy va réussir cette fameuse ascension sociale. Je rentre pas dans tous les détails parce qu'encore une fois, c'est un peu le piquant de l'histoire. Mais c'est vraiment la vie d'un homme qui est prêt à tout, qui est manipulateur, qui n'a pas de scrupules et qui arrive à un triomphe absolu. Belle Amie, c'est vraiment une satire de la société de l'époque, une satire de la bourgeoisie et des élites parisiennes, dont les ambitions sont complètement vaines. Il y a également une critique, pas tant du journalisme, mais de la presse en général et de la manière dont elle se développe au XIXe siècle. Et surtout la façon dont elle est entremêlée avec le capitalisme et le colonialisme, parce qu'il y a tout l'enjeu aussi de la conquête de l'Algérie qui sous-tend cette histoire. Donc cet entremêlement des trois dimensions est vivement critiqué par Maupassant, qui, comme je le disais, a pratiqué le métier de journaliste. Donc on a par moments des choses très ironiques, très piquantes. Belle Amie, c'est absolument génial. C'est un des romans de Maupassant qui a survécu au temps et on comprend pourquoi. Un peu comme Une vie. Vraiment, lisez Belle Amie également, c'est génial. Le troisième roman que Maupassant a publié, c'est Mont-Oriol. J'ai juste là. Donc, il me semble qu'on entre dans quelque chose d'un petit peu moins connu. En tout cas, moi, je n'en avais jamais entendu parler avant de me lancer cette idée de lire les romans de Maupassant. Enfin, de manière exhaustive, je veux dire. On a encore une fois un entremêlement des passions amoureuses et des enjeux financiers ou politiques, comme c'était le cas dans Belle Amie. Ici, on se trouve en Auvergne, dans des stations thermales. En fait, on a découvert des sources thermales et c'est monté tout un business, toute une industrie, on va dire, autour de ces sources thermales. On y construit des hôpitaux et les gens viennent faire des cures dans ces stations. On suit l'histoire de Christiane Andermatt, il me semble, qui suit une cure thermale pour régler des problèmes de stérilité, des prétendus problèmes de stérilité. Elle est mariée avec William, un banquier qui en fait va passer son temps à spéculer financièrement sur les sources, qui va en acquérir, qui va construire un hôpital, tout ça. Elle n'est pas très heureuse en amour, pour dire elle n'aime pas spécialement son mari, sans qu'il n'y ait pour autant d'animosité, et elle va rencontrer Paul de Brétigny, duquel elle va tomber follement amoureuse. Toutefois, et c'est le cas, il me semble, souvent chez Maupassant, ce n'est pas l'amour au premier regard, c'est pas leurs yeux se rencontrèrent. Il a fallu que Paul la courtise pendant un certain moment, avant qu'elle commence à percevoir en lui un amant et qu'elle s'engage dans une relation avec lui. Donc naît une idylle entre Christiane et Paul, et on les retrouve un an plus tard, mais la dynamique de leur relation a bien changé, tout comme les dynamiques financières autour des stations thermales. C'est notamment la grossesse de Christiane, grossesse parce qu'elle attend un enfant de Paul,
qui va changer le regard qu'il porte sur elle, et donc il va y avoir tout cet entremêlement des intrigues amoureuses avec différentes personnes, la souffrance de Christiane qui est abandonnée. Paul va complètement s'éloigner d'elle, je vous dis pas exactement ce qui se passe si vous avez envie de le lire, parce que je vous recommande aussi vivement de lire Mon Oriole, c'est aussi un très bon roman de Maupassant. Et Christiane va tout de même trouver le moyen de se venger en quelque sorte, on le voit dans les dernières pages. Donc voilà, 3e roman de Maupassant, et honnêtement c'est un très bon roman. Je l'ai lu il y a quelques temps tout de même, mais je me souviens que j'avais passé un bon moment de lecture. La même année, en 1887, est paru Pierre et Jean. Alors Pierre et Jean, il me semble que c'est pas si connu que ça, mais la préface, la préface de Pierre et Jean est très connue parce que c'est une préface, enfin, quand on fait des études littéraires, bien sûr, j'entends, on en parle parce que c'est une préface qui est une théorie du roman de la part de Maupassant, bien qu'elle elle n'ait pas réellement de lien avec l'ouvrage, qui pourrait même démentir certains aspects de cette préface. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que voilà. Pierre et Jean, donc, avant de le lire, j'en avais entendu parler pour cette préface, mais je ne connaissais pas le contenu de l'histoire. Pierre et Jean sont 2 frères, et on va découvrir cette famille Roland qui vit au Havre. Encore une fois, la mère va être très importante, la mère MER, mais la mère MER aussi, d'ailleurs. L'intrigue débute par un héritage. En fait, un vieil ami de la famille vient à mourir et va léguer la totalité de sa fortune à Jean, un des 2 frères. Pierre va nourrir une forme de jalousie, puis des soupçons. Il est à peu près le seul à se demander, dans sa famille en tout cas, pourquoi est-ce que ce vieil ami de la famille lègue toute sa fortune à Jean. Et il va se rendre compte qu'en fait, Jean est le fils de ce vieil ami et que sa mère a eu une relation adultère. Va s'en suivre une espèce de guerre psychologique entre Jean et sa mère, ou plutôt une torture psychologique de la part de Jean sur sa mère. Maupassant va analyser les dynamiques de rivalité, la destruction des liens familiaux entre les différents membres de la famille, et à la fin, c'est Pierre qui va s'auto-exclure en tout cas de la famille. Il va nourrir une énorme jalousie contre Jean, pas uniquement pour cette fortune, mais pour ce qu'elle lui permet d'être et de faire, pour les liens qu'il va continuer à entretenir avec sa famille, et pour son caractère finalement qui est tout à l'opposé de celui de Pierre. Donc c'est une étude psychologique très intéressante. Encore une fois, il y a la mer, les paysages de Normandie, c'est une atmosphère très intéressante à découvrir, donc je vous recommande Pierre et Jean. Ensuite, on en vient aux choses qui fâchent un peu. En 1889, Maupassant publie Fort comme la mort. Fort comme la mort, c'est le 3e roman que j'ai lu de Maupassant, après Belle Amie et une vie. Quelle déception. Fort comme la mort, avec ce titre magnifique quand même, qui laissait présager une œuvre d'une grande qualité, raconte l'histoire d'Olivier Bertin, qui est un peintre d'une certaine renommée, et qui entretient depuis une quinzaine d'années, voire plus, une relation avec Anne de Guilleroy. Tout se passe bien entre eux, même s'il est dit qu'à la passion tumultueuse des premiers jours a succédé une espèce d'amour un petit peu plus lent et fondé sur l'habitude, on va dire. En fait, tout bascule quand Olivier Bertin voit la fille d'Anne, donc de sa maîtresse, qui a désormais 18 ans, et qu'il voit en elle sa mère plus jeune. Par ce rapprochement, il va finir par tomber amoureux de la fille de sa maîtresse, qui va provoquer des souffrances énormes chez Anne, qui se sent délaissée, qui comprend l'amour qu'il porte à sa fille. Et il y a toute cette réflexion sur la vieillesse, sur le temps qui passe, sur l'impossibilité d'être ce qu'on était, sur le regret de ne plus être jeune. Vous voyez, c'est quand même des choses qui reviennent assez souvent chez Maupassant. Je vous avais dit qu'il était pessimiste. Il y a une réflexion intéressante, on va dire, sur la fuite du temps, mais la manière dont c'est traité, c'est très vain. Encore une fois, je l'ai lu il y a assez longtemps, mais je me souviens avoir été extrêmement déçue, et je pense que juste il ne se passe rien dans ce roman, et que... Vous voyez, Pierre et Jean aussi, c'était une étude psychologique où il ne se passait finalement, en termes d'action, pas grand-chose. On avait une étude de la détérioration des rapports familiaux. Mais là, je pense que je n'aime pas le message, je n'ai pas du tout aimé l'atmosphère qui s'en dégageait. Je trouve que
plume de Maupassant ne ressortait même pas finalement dans cette espèce d'histoire vaine avec ce peintre vain. Je n'avais pas spécialement envie de m'apitoyer pendant des heures sur le fait que ce peintre se plaint alors qu'il est quand même un peu à l'origine du problème. Parce qu'au-delà de la vieillesse de la femme, il y a aussi la vieillesse du peintre qui se rend compte que finalement il est complètement dépassé et que son art n'est plus à la mode et qu'il n'est plus vraiment un artiste. Donc on a eu une analyse psychologique encore une fois, mais franchement, s'il y en a un que vous pouvez ne pas lire, c'est celui-là. Il pose quand même une question assez intéressante parce qu'en y réfléchissant, au niveau du canon littéraire, le canon littéraire, ce sont les œuvres admises, les œuvres qu'on étudie, les œuvres qu'on continue à lire et qui sont acclamées par la critique, par l'université, comme des œuvres à qualité littéraire, des œuvres qu'il faut garder. Ce canon littéraire est en ce moment, depuis quelques décennies, quand même bien remis en question. À juste titre. il le faut, je le pense, j'en suis persuadée. Mais ce qui m'interroge avec des ouvrages comme ça, c'est quand même qu'il y a une certaine raison pour lesquelles on a gardé certaines œuvres et pas d'autres. Vous voyez, juste au niveau de Maupassant, les œuvres qui restent, c'est Belle Amie et Une vie. Et on peut pas dire objectivement, mais à mon sens aussi, en tant que lectrice, dans mon expérience, en tant que lectrice et étudiante en lettres, hein, dans mon expérience, c'était aussi les meilleurs romans. Et Fort comme la mort, à mon avis, ça peut passer inaperçu, ça peut s'oublier, ça ne me poserait pas beaucoup de problèmes, même si j'adore Maupassant encore une fois. Donc il y a quand même quelque chose d'assez intéressant sur le fait qu'il y a peut-être quand même des qualités des œuvres qui font qu'elles résistent au temps et que le canon n'est pas purement arbitraire, même s'il est lié à certains rapports de domination. Voilà. Et enfin, en 1890, Maupassant publie son dernier roman, on est 3 ans avant sa mort. Il s'agit de Notre cœur. Encore un très beau titre, encore une étude des passions amoureuses, mais cette fois c'est la femme qui torture l'homme, c'est l'homme qui souffre. Notre cœur, qui est relativement court, les romans de Maupassant ne sont pas excessivement longs, ce qui est encore un argument pour que vous les lisiez. Notre cœur n'est pas excessivement long, et raconte l'histoire de Mariole, un nom qui est tout un programme, et vous allez voir que le deuxième nom l'est aussi, qui tombe amoureux de Michel de Burnes. En fait, Michel de Burnes, c'est une veuve mondaine, on est encore dans la haute société parisienne, comme dans Fort comme la mort, Belle Amie, avec Une vie se passait plutôt en province, comme Pierre et Jean, et comme Mont-Oriol. Donc on a aussi un peu cette distinction entre qui est assez courante au XIXe siècle, entre un peu les scènes de la vie parisienne et les scènes de la vie de province, pour reprendre assez maladroitement les catégories de Balzac. Et donc, on est à Paris, et on suit cette passion malheureuse que Mariole va entretenir, poursuivre, avec Michel de Burnes, qui se paie un peu sa tête. Michel de Burnes, comme j'ai commencé à le dire, c'est une veuve, une femme mondaine qui reçoit beaucoup de gens dans son salon, voilà, comme c'est à la mode. Elle va faire la rencontre de Mariole et l'intégrer, on va dire, parmi ses nombreux amants. Pour elle, il n'est qu'un homme parmi d'autres. Pour lui, très rapidement, elle devient la femme de sa vie. Mariole va rester bloquée sur cette passion qui va petit à petit devenir réciproque, mais Michel de Burnes ne voudra jamais abdiquer son indépendance, sa liberté, son mode de vie pour Mariole. Lui, il va partir à la campagne, se plonger dans un autre amour, dans les bras d'une jeune fille. Il va revenir, rappelé par Michel, par son souvenir, par sa personne. Voilà, on est encore dans ce terrain des passions amoureuses sous un autre angle, alors encore plus pessimiste si tant est que ça pouvait se faire, dans les œuvres de Maupassant. Mais on sent qu'il arrive à la fin de sa vie et à une certaine vision des femmes aussi. Mariole n'est pas misogyne, mais toute la société qui l'entoure l'est. Pour autant, le message du livre n'est pas du tout porté contre les femmes. D'ailleurs, en fait, lui-même, il se fait bourreau, lui-même, il va faire souffrir une jeune fille, donc il n'y a pas du tout de condamnation, à mon sens, du comportement de Michel de Burnes. Et je pense que Maupassant condamne les femmes en quelque sorte, mais au même titre que les hommes. Voilà. Il y a quelques scènes assez fortes qui me restent en tête, une scène au Mont-Saint-Michel notamment, une scène dans la campagne. Il y a quelque chose avec les couleurs. Maupassant est un écrivain de la sensibilité, de la sensorialité.
voire il est hypersensible en réalité. Et souvent, ce qui me reste en tête dans les ouvrages de Maupassant, ces romans comme ces nouvelles, c'est des couleurs. C'est les chants de colza dans la maison Tellier, c'est la robe de Michel de Burne à la campagne dans notre cœur. Il y a vraiment quelque chose des couleurs, quelque chose des sons et d'une atmosphère générale. Je vous parlais du motif de la mer, mais c'est vrai que ça imprègne, quoi. Et même quand on est dans la ville, il y a aussi cette rumeur de la ville. Voilà, Maupassant est un très grand écrivain, un très grand artiste. Je vous le dis, il n'y a pas tout à lire dans ce qu'il a écrit. Si vous n'êtes pas obsédé par Maupassant, je vous dis, vous pouvez sauter fort comme la mort. En revanche, je pense que les autres romans valent tous le coup, avec un petit plus quand même pour Une vie et belle amie. Mais voilà, c'était quand même une belle lecture, un bon roman, qui critique encore une fois, qui est Maupassant. Il y a cette satire sociale, cette satire de la bourgeoisie, cette satire de l'aristocratie. Il y a cette condamnation du capitalisme qu'on retrouve excessivement dans Mon Oriol, avec en plus une critique et une ironie sur les médecins, mais qu'on retrouvait aussi, comme je disais, dans Belle Amie. Il y a constamment cette attention portée à la condition féminine, avec un regard qui se détériore au fil du temps, mais qui témoigne au moins d'une importance des femmes et de la condition féminine, et qui est liée à l'importance que revêt pour Maupassant l'étude psychologique, en fait, même si elle peut s'en défendre parfois. C'est quand même très prégnant, et c'est de plus en plus prégnant dans ses romans, il me semble. Donc voilà pour les 6 romans de Maupassant qui en font un romancier à part entière et pas simplement l'auteur de Belle Amie ou l'auteur des Contes de la Bécasse. J'espère que j'aurai trouvé la juste limite entre présenter sans trop spoiler et en vous donnant envie de découvrir ces romans. Moi, ça m'a donné envie de les relire, honnêtement. Je trouve qu'il y a quelque chose de sublime dans la plume de Maupassant et je pense que je vais arrêter de tourner en rond en disant des choses comme ça, mais voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'ai encore plein d'idées de vidéos en réserve pour vous, mais dites-moi s'il y a des vidéos en particulier qui vous intéressent, des auteurs, des œuvres qui vous intéressent, ou même si vous voulez un avis un peu plus détaillé, même un peu plus une analyse peut-être, pourquoi pas, d'un de ces romans, ce sera avec plaisir, bien entendu. Voilà, je vous dis à bientôt, et en attendant, lisez Maupassant.